Es que ganes endavant, no? Bonjour à tous. Merci d'être présents à la session numéro 3 qui est dédiée au second avis médical. Aujourd'hui, je suis accompagné du docteur Nicolas Zick et du docteur Flandin. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps éventuellement de vous présenter. On va faire un petit tour de table. Dorota, je vous en prie. Oui, bonjour à tous, merci d'être présent. Mon nom est Dorota Mikolajic, je suis médecin généraliste, je suis actuellement expatriée en Asie et je suis médecin coordonnateur pour Teladoc Health et pour Médecin Direct dans le cadre du second avis médical et médecin téléconsultant de manière plus générale. Merci. Docteur Flandin, Mathieu. Oui, bonjour à tous. Merci Alexandre pour cette invitation. Moi, je suis le docteur Mathieu Flandin, je suis directeur médical, l'un des 2 directeurs médicaux de la plateforme Médecin Direct Teladoc Health France. Depuis maintenant un peu plus d'1 an, j'ai intégré Médecin Direct il y a 3 ans. J'ai commencé par la téléconsultation un petit peu classique et pour bifurquer progressivement vers la direction médicale, un poste que j'occupe depuis bientôt 1 an. Et j'ai participé avec mon confrère le docteur Manteau à l'élaboration et la construction du processus médical de ce second avis que nous proposons chez Médecin Direct. Merci. Alors, rapidement, Alexandre Pilar, je suis responsable des partenariats chez Médecin Direct et j'ai en charge la gestion de tous les comptes avec lesquels on travaille sur la téléconsultation, mais aussi sur les différentes offres de services et notamment le second avis médical sur lequel on va faire un focus aujourd'hui. Alors, on a voulu, dans un premier temps, rappeler le constat, finalement, aujourd'hui de pourquoi on propose ce second avis médical. On a des chiffres qui montrent que la population en France est vieillissante. Aujourd'hui, plus de 20,5% de la population a plus de 65 ans. Et on voit que sur les tendances, on passerait autour de 28% en 2070. On a aussi une offre médicale qui décline. On a 47% des médecins actifs aujourd'hui qui ont plus de 55 ans ou 55 ans. Et depuis 2010, on a moins 10% de médecins en activité. Ce qui finalement, docteur Flandin, joue sur le système de santé actuel et l'offre. Oui, forcément, puisque vous l'avez dit, Alexandre, la population vieillit, ce qui engendre forcément des pathologies chroniques, un nombre grandissant de pathologies chroniques avec des prises en charge qui peuvent être de plus en plus complexes et de plus en plus longues, d'une part, et puis la diminution du nombre de médecins progressive liée au numerus clausus notamment, qui a été mis en place il y a plusieurs années. Tout ça entraîne des délais qui se rallongent. On est aujourd'hui en moyenne à peu près 6 jours pour obtenir un rendez-vous avec son médecin généraliste, 6 jours en moyenne. Et ces délais peuvent être multipliés par 10 ou par 20 pour certaines spécialités. On est aujourd'hui entre 20 jours pour certaines spécialités et jusqu'à quasiment 1 an dans certaines régions et pour certaines spécialités. Donc forcément, tout ça engendre des délais rallongés et puis ce qu'on appelle l'errance diagnostique. L'errance diagnostique, qu'est-ce que c'est? C'est finalement des difficultés entre les moments où les symptômes se manifestent et le moment où on va pouvoir faire le diagnostic. Le délai va être rallongé, ce qui fait que la maladie va être prise en charge plus tardivement à des stades plus complexes. Donc du coup, des prises en charge qui sont là aussi plus complexes, plus chronophages et plus coûteuses pour le système de soins. Et c'est en fait à partir de ce constat-là qu'on a souhaité mettre en place cette offre de second avis pour lutter contre cette errance diagnostique, pour lutter contre ces difficultés d'accès aux soins. Et justement, alors, en 2-3 mots, parce qu'on reviendra dans le détail par la suite, mais finalement, c'est quoi en deuxième avis, un second avis médical ?
Un second avis médical, ça s'adresse à plusieurs types de patients. On va y revenir effectivement, mais c'est la possibilité d'avoir en un temps record, en quelques jours finalement, un avis d'experts nationaux ou d'experts internationaux dans des domaines bien particuliers, bien ciblés. Et encore une fois dans un temps record, ce qui permet au patient qui a vu son médecin généraliste, qui a fait plusieurs examens complémentaires qui lui ont été prescrits, qui a parfois vu un spécialiste ou 2 spécialistes, avec parfois des avis divergents ou des avis de prise en charge, des propositions thérapeutiques, on va dire, divergentes. Ça lui permet d'avoir l'avis d'un expert et du coup de pouvoir se rallier à cet avis pour optimiser sa prise en charge. Ok, très clair. On va rentrer dans le détail. Finalement, pourquoi on fait appel aujourd'hui à un second avis, sur quelle pathologie on peut éventuellement faire appel à ce type d'avis? Moi, je pense qu'il n'y a pas de limite finalement au second avis à partir du moment où notre équipe va être en mesure de proposer le bon expert face aux bons symptômes ou à la bonne pathologie, mais ça peut aller d'une proposition chirurgicale, je pense notamment à l'orthopédie ou parfois à la rhumatologie, ou un patient qui au bout d'un parcours se voit proposer une opération chirurgicale et n'est pas forcément, soit par son état de santé de base, soit par conviction personnelle, n'est pas forcément motivé par cette chirurgie. On peut parfois donc avoir recours à un expert qui va proposer une solution alternative. On peut également être sur des symptômes un petit peu frustres, des maladies rares ou des symptômes qui vont traîner dans le temps, face auxquels en fait le médecin généraliste ou les médecins spécialistes sont un petit peu désarmés. Ça va permettre de mettre le bon expert au bon endroit et de donner une vraie réponse finalement au patient. Mais je pense pas qu'on puisse se limiter en fait en termes de pathologie. Ça peut aller de la pathologie, je le disais, orthopédique ou articulaire, à la pathologie abdominale, en passant par tout ce qui est maladie cancéreuse ou maladies rares, maladies génétiques également. L'ophtalmologie aussi, je pense, mais Dorota nous le dira certainement mieux, est pas mal sollicitée. Voilà, c'est toutes les spécialités finalement peuvent être concernées par le second avis. Très bien. Et ça s'adresse à qui? Finalement, à quel moment de la vie, ou à quel type de patient on s'adresse? On s'adresse justement aux patients qui se sentent un peu désarmés, un peu perdus dans un parcours de soins, qui sont promenés de médecin en médecin en examen complémentaire, des gens qui vont avoir une maladie grave, qui vont parfois avoir besoin d'un soutien psychologique tout simplement, ou d'être rassurés face à l'évolution de leurs symptômes, une évolution qui parfois est normale, parfois ne l'est pas, mais souvent les patients ne savent plus à quel sein se vouer pour avoir des réponses tout simplement face à leur pathologie. Donc ça va leur permettre d'obtenir une réponse fiable, une réponse d'un expert en qui ils vont pouvoir avoir confiance, et puis surtout d'avoir une réponse rapide pour pas rester dans cette errance, dans ce doute, dans cette souffrance souvent psychologique qui est engendrée par ce parcours de soins un petit peu long. Un patient qui a une maladie cancéreuse, par exemple, qui voit ses symptômes évoluer, qui ne sait pas s'il va falloir faire de la radiothérapie, s'il va falloir faire de la chimiothérapie, s'il va falloir faire de la chirurgie, l'expert en fait du second avis va pouvoir compiler tout ça, tous les avis, tous les documents qui sont en possession du patient, et fournir une réponse la plus claire possible pour le patient. C'est clair. C'est très clair. On va maintenant faire un zoom sur le parcours. Évidemment, le patient s'inscrit et est reconnu sur Médecin Direct. Il arrive sur sa page d'accueil, et à ce moment-là, il peut faire une demande de second avis via la plateforme. Comment ça se passe? Quel type de documents il faut partager à ce niveau-là? Lorsque le patient en fait va se connecter sur son espace personnel, il va donc choisir le parcours de second avis, et là il va être amené à décrire un petit peu ce qui se passe, donc à décrire la situation au global, un petit peu ce qui l'amène, quel type de maladie. Puis ensuite on va l'inviter à détailler un petit peu son histoire, quand ont démarré les symptômes, quelle a été l'évolution, quel spécialiste il a pu voir. Ce qui est important, c'est de joindre effectivement les différents comptes rendus, les comptes rendus d'examen, les comptes rendus d'hospitalisation éventuelle, les images également, que ce soit des scanners, des IRM, des radios,
ou des résultats de laboratoire. Et voilà, tout ça, il va pouvoir le mettre sur son espace personnel, un espace qui est sécurisé, qui est hébergé chez un hébergeur de données de santé agréé. Donc, il n'y a pas de problème de confidentialité des données. Ces données, elles vont être échangées uniquement entre médecins. Donc, il y a un respect parfait du secret médical. Et toutes ces données qui sont compilées par le patient, elles vont être analysées finalement et compilées par le médecin coordonnateur. Et Dorota est là pour nous en parler, qui va du coup se charger, mais je vais te laisser en dire un mot, Dorota, mais qui va en fait se charger de regrouper ces informations pour les transmettre au mieux vers l'expert. Oui, merci Mathieu. Alors effectivement, c'est là qu'entre en jeu le médecin coordonnateur du second avis. Mon rôle pour le patient, ça va être de reprendre l'historique de sa pathologie et de l'aider à comprendre l'historique, à comprendre les différentes investigations ou interventions qui ont été faites jusqu'ici qu'il m'aide en fait à rassembler un dossier qui soit le plus exhaustif possible pour le présenter ensuite à un expert, comme si l'expert rencontrait ce patient en consultation, même si ça ne peut pas se faire en général. Mais le but du jeu, c'est que l'expert ait un historique quasiment mois par mois de l'évolution de la pathologie, qu'il ait une idée assez claire des symptômes que présente le patient. Si possible, on essaie d'obtenir des éléments cliniques lors de cet entretien avec le patient, c'est-à-dire si on parle d'orthopédie, parlez-moi de la manière dont vous faites du sport, parlez-moi des difficultés que vous avez à vous déplacer, détaillez-moi vos douleurs. Mon rôle, ça va être d'essayer d'anticiper toutes les questions que l'expert pourrait poser au patient s'il le rencontrait et d'en faire un dossier le plus construit, le plus cohérent, le plus organisé possible pour que l'expert ait un maximum de données sur lesquelles travailler, sur lesquelles formuler ses hypothèses diagnostiques et ses propositions de traitement. Ce à quoi j'aide le patient également, c'est à structurer les questions qu'il a pour le spécialiste. Très souvent, les patients arrivent en disant je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce qu'il faut faire. On essaie d'identifier vraiment la problématique, notamment dans les maladies chroniques. Parlez-moi de la manière dont vous faites du sport, parlez-moi des difficultés que vous avez à vous déplacer, détaillez-moi vos douleurs. Mon rôle, ça va être d'essayer d'anticiper toutes les questions que l'expert pourrait poser au patient s'il le rencontrait et d'en faire un dossier le plus construit, le plus cohérent, le plus organisé possible pour que l'expert ait un maximum de données sur lesquelles travailler, sur lesquelles formuler ses hypothèses diagnostiques et ses propositions de traitement. Ce à quoi j'aide le patient également, c'est à structurer les questions qu'il a pour le spécialiste. Très souvent, les patients arrivent en disant je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce qu'il faut faire. Avec le patient et après l'examen de toutes les données qu'il a pu me faire parvenir, on va en comité médical sélectionner l'expert le plus adapté, le spécialiste, alors en France ou à l'international, que ce soit un spécialiste d'une maladie rare ou au contraire, si on est dans une situation plus générale, quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à la population dont fait partie le patient, par exemple les sportifs, par exemple les si on parle d'oncologie, qui est l'un des domaines dans lesquels on travaille beaucoup. Ils sont inquiets de savoir si la prise en charge est adaptée et les entretiens qu'on peut avoir en tant que médecin coordonnateur avec eux leur permettent de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux comprendre que leur équipe soignante a au cœur de leur activité, c'est l'intérêt du patient. Avoir un médecin, donc je ne dis jamais que je suis médecin traitant, je ne discute jamais le diagnostic qui a été posé jusque-là, mais simplement je pose les questions qui permettent au patient de formuler ce qui a été fait jusqu'ici, de formuler ce que les médecins lui ont dit jusqu'ici, et je valide son parcours, je valide son vécu, et finalement, la plupart du temps, à la fin du processus, l'expert, donc il y a un expert, un spécialiste de la pathologie, va valider en très grande majorité ce qui a été fait pour le patient.
Donc, c'est un facteur extrêmement rassurant pour nos patients tout au long du processus. Et justement, l'impact sur les patients, docteur Flandin, on a des chiffres qui sont liés, on a de la data qui est liée à notre activité, que ce soit en France ou à l'international. Oui, enfin, on a pu étudier un petit peu l'impact sur les patients de cette offre finalement de second avis. Elles sont détaillées ici. C'est une précision du diagnostic ou en tout cas une explication un petit peu plus concrète ou simplement de la réassurance finalement face au diagnostic qui a pu être évoqué par un médecin spécialiste ou un médecin généraliste. Dans un cas sur deux, un peu plus d'un cas sur deux, ce diagnostic est précisé, ou en tout cas le patient le comprend mieux. Dans plus de 80% des cas, une amélioration du traitement, en tout cas une amélioration ressentie du traitement par le patient, donc soit en termes d'efficacité, soit en termes de confort face aux effets éventuellement indésirables des options thérapeutiques qui ont pu être proposées dans un premier temps. Près d'un cas sur deux, l'évitement d'une intervention chirurgicale inutile par le remplacement par une solution non invasive. Et puis la satisfaction patient, mais je vous laisse Alexandre en parler, mais c'est là aussi, en tout cas tout ça va conforter le patient et va l'amener à une satisfaction qui est quand même importante. Effectivement, ouais, sur nos différentes plateformes, on évalue systématiquement la satisfaction des patients en leur proposant un questionnaire à chaque fin d'acte médicaux. Et aujourd'hui, donc on a 90% d'avis positifs sur les retours sur le second avis. On va passer peut-être sur des vignettes cliniques. Donc c'est des cas finalement qui sont passés entre vos mains, Dorota. Donc peut-être je vous laisse détailler le premier. Comme ça, on comprendra mieux le contexte et puis par l'exemple, ça sera encore plus clair. Oui, merci beaucoup. Donc, ce dossier est un dossier assez classique, je dirais, puisqu'il s'agit d'orthopédie. Donc, il s'agit d'un homme d'âge moyen, qui est très actif, qui a déjà eu des antécédents de pathologie du genou droit, et qui l'année dernière, donc on parle des époques de confinement à travers le monde, lors du confinement, s'est blessé au genou, n'ayant pas d'accès aux soins à cette période-là et se connaissant bien, connaissant sa pathologie du genou, il a adapté son activité, il s'est reposé, la situation s'est améliorée, mais malheureusement, à l'issue des confinements successifs, il a repris le sport et sans succès puisqu'il s'est immédiatement blessé. Il a vu un spécialiste localement qui lui a proposé donc consultation et IRM. L'IRM indiquait une pathologie fémoro-patellaire, donc pas de lésion du ménisque constatée à ce moment-là. Un traitement médical était proposé encore par la suite, et plusieurs mois après, donc ce patient qui était extrêmement actif et qui a dû complètement modifier sa charge d'entraînement, complètement modifier son type d'activité, qui commençait à souffrir de ne pas pouvoir aller en randonnée avec ses enfants et avec ses amis, a sollicité un autre avis auprès d'un spécialiste d'une structure dans son pays, dans sa ville, qui lui relie les images et à la surprise de tous finalement constate que les images montrent une lésion de ménisque qui devrait être opérée. Donc là on est déjà à plus de 6 mois de douleur et on est à plus de 3 mois du diagnostic initial qui ne montrait pas de lésion du ménisque. Donc sans grande surprise, l'assureur devant un dossier un petit peu divergent avec des opinions qui ne concordent pas et une imagerie dont le résultat formel ne montre pas de lésion du ménisque, n'accepte pas d'emblée de couvrir la chirurgie du genou de ce patient et lui propose d'accéder au service
de second avis médical pour une relecture complète de son dossier, une révision du diagnostic et des propositions thérapeutiques non chirurgicales ou chirurgicales si finalement les experts le valident. Donc ce dossier, on l'a adressé à deux orthopédistes, un orthopédiste américain et un orthopédiste français, dont les avis ont été tout à fait convergents. Ils ont confirmé tous les deux la lésion méniscale, donc ils ont relu l'imagerie et ont confirmé qu'il y avait une indication chirurgicale pour ce patient. Suite à la réception de cet avis, de ce second avis, donc le patient a été conforté dans sa compréhension de sa pathologie, puisque pour lui les symptômes étaient très similaires à ce qu'il avait déjà vécu auparavant et il ne comprenait pas qu'il n'y ait pas de lésion méniscale sur l'IRM. L'intervention a pu se faire et donc le patient a retrouvé une qualité de vie comparable à ce qu'il vivait auparavant. Effectivement, là, on a condensé un peu les différents bénéfices. Donc, on remarque sur les jours qu'au bout du 160e jour, on a un second avis qui est déclenché. Ça a pris combien de temps aux experts pour faire un retour? Donc déjà à vous pour constituer le dossier et ensuite pour faire un retour aux patients. Alors pour constituer le dossier, c'était une situation relativement simple, donc un entretien et quelques échanges de documents sur plateforme sécurisée ont suffi. Il a essentiellement fallu télécharger les images pour la relecture des experts et l'avis d'expert, on l'a reçu, donc on a pu compléter l'avis d'expert par 2 experts en moins d'une semaine. Donc il y a eu une semaine entre le premier contact et le contact final de notre part avec le patient, où on lui transmet les recommandations des experts et évidemment on transmet également à son assureur pour leur révision du dossier. Et donc pour ce dossier, on a vraiment une satisfaction qui était maximale du patient, puisqu'il avait attendu extrêmement longtemps. Son impression diagnostique était validée et surtout le gain sur la qualité de vie qu'il allait obtenir était significatif. Eh bien, merci pour cet exemple. On va laisser un peu de temps pour les questions-réponses, pour une session de questions-réponses. On avait d'autres exemples, mais on y reviendra dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se tient à votre disposition. Merci. Rebonjour. Dorota, je vois que vous êtes connectée. Mathieu arrive. Bonjour. On a eu beaucoup de questions, dont pas mal qui ont été remontées par François. Merci beaucoup, François. Donc, on va essayer de répondre à tous. C'est vrai qu'on a pris pas mal de temps pour expliquer, pour détailler le parcours. Donc, je me dépêche à vous les poser. Comme François nous dit, c'est compliqué pour un patient de bien comprendre tout ce qu'on lui dit, car après l'annonce du diagnostic, on peut être un peu sonné. Comment accompagner au mieux le patient pour lui fournir toutes les explications de façon simple et compréhensible? Là, je pense que je me pose un peu plus la question à vous, Dorota, c'est comment, j'imagine que ça vous arrive de prendre en charge des patients effectivement qui ont des diagnostics un peu lourds parfois. Dans le rôle de médecin coordonnateur, comment vous faites pour accompagner au mieux les patients? Eh bien, la chance qu'on a dans ce rôle de médecin coordonnateur, c'est qu'on a le temps. On n'est pas pris par une organisation comme à l'hôpital ou comme dans un cabinet de médecine générale. On peut prendre le temps de discuter avec le patient sur un timing qui lui convient à lui, puisqu'on prend un rendez-vous pour un contact téléphonique ou un contact visio. Et rien que le temps que le patient peut passer à reformuler la situation, à refaire l'historique, lui permet en général d'y voir beaucoup plus clair. Les questions que je vais lui poser sont des questions qu'il aura sans doute déjà entendues,
mais qu'il n'aura pas forcément enregistré lors de l'annonce diagnostique ou lors des consultations avec les spécialistes, puisque notamment en situation d'oncologie, il y a quand même un choc à l'annonce diagnostique qui clairement ne permet pas d'enregistrer tout ce que dira le médecin lors de la consultation d'annonce. Donc on a un petit peu un rôle d'appui à cette prise en charge initiale, juste par le temps qu'on peut consacrer au patient, à l'écoute du patient et à la reformulation de la situation. Très bien, merci. Merci Dorota. Je vais condenser avec une autre question qui finalement, j'imagine, vous avez un peu répondu. C'était d'autres sociétés proposent ce genre de service, que ce soit public ou privé d'ailleurs. Et en quoi est-ce différent ce qu'on propose chez Teladoc Health France? Eh bien, effectivement, on pense que notre valeur ajoutée, c'est dans l'accompagnement des patients et dans le temps qu'on va prendre avec eux pour discuter, pour compiler le dossier, mais aussi pour leur faire le retour. Mathieu, vous vouliez rajouter peut-être un point là-dessus? Non, je pense que tout a été dit sur ce sujet-là, hormis que voilà, l'une des plus-values également, c'est le fait que le patient soit accompagné de A à Z par des médecins. En fait, c'est pas le patient qui va fournir toutes ces données. Parfois, il va en manquer. Parfois, c'est pas très clair pour lui. Voilà, il y a des résultats qui vont pas forcément être utiles. A contrario, il va y avoir certains documents qui vont manquer. Là, il y a vraiment un accompagnement de A à Z. On prend le patient par la main à partir de sa demande et on va l'accompagner étape par étape. Parfois, il y a plusieurs entretiens avec lui et on l'accompagne étape par étape jusqu'à la réponse de l'expert, voire même après, pour savoir quelles ont été les suites de ce second avis et voilà, sa satisfaction, quelles ont été les conséquences tant médicales que psychologiques sur le patient. Voilà, c'est vraiment l'accompagnement de A à Z par un médecin, que ce soit le médecin coordonnateur ou l'expert derrière. Merci, c'est très clair. Morgane, vous nous posez la question, impact sur les patients, s'agit-il de chiffres France ou internationaux? Alors effectivement, vous avez dû remarquer que dans notre présentation, on a aussi parlé de l'international. Effectivement, ce sont des chiffres qui sont globaux aujourd'hui. L'offre de second avis faite en France est assez récente. On attend d'avoir un peu plus de data pour publier des chiffres spécifiques, mais on reviendra vers vous avec plaisir pour vous donner ces chiffres-là. On a aussi des questions sur la relation avec les experts. Il se trouve qu'on a un réseau d'experts qui est assez fourni. Dorota, vous pourrez me confirmer. Donc, on a des experts qui sont en France, mais aussi à l'international. Comment se passent les traductions dans ces cas-là? Alors, avec les experts français, la communication est facile puisqu'on fait un résumé en français, ils nous rendent un rapport en français et le retour vers le patient donc se fait dans sa langue. Si le dossier nécessite de contacter un expert en dehors de la France ou un expert non francophone, parce qu'il y a aussi des experts francophones à l'international, des experts de très haut niveau, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique, évidemment la traduction est faite pour le patient pour que le retour vers le patient se fasse en français, donc par des traducteurs professionnels, et le médecin coordonnateur accompagne jusqu'au bout, jusqu'à la compréhension du rapport. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas ce rapport brut tel quel avec un jargon médical parfois un petit peu lourd pour le patient, mais on prend le temps d'un appel, donc il peut être un deuxième ou troisième entretien avec le patient, pour résumer les recommandations de l'expert, pour donner au patient le temps de lire les recommandations de l'expert, et on revient vers lui quelques jours après, ou en tout cas on reste à sa disposition au cas où il y aurait des questions ou des choses à clarifier dans le rapport. Ok, alors je vois que Frédérico est arrivé, mais je pense que c'est sur la session d'après, donc je vais me dépêcher, promis. Les envois vers les experts sont anonymisés. Alors oui, je pense qu'on l'a évoqué dans notre présentation. Effectivement, les rapports avec les experts sont anonymisés, sont envoyés vers le médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur échange avec le patient. On a une dernière question et je me dépêche. Est-ce que les médecins, Darnaud, le médecin coordonnateur parle uniquement au patient ou parfois à son médecin traitant, voire au praticien ayant donné l'avis initial? Dorota, ça vous arrive d'échanger avec les autres médecins initiaux? C'est extrêmement rare.
Dans certaines situations très rares, le patient va nous demander de l'aide pour récupérer son dossier médical, mais ce sont des démarches qu'on n'encourage pas parce que nous sommes une tierce partie qui n'a pas lieu d'être entre le patient et son équipe traitante. Donc on essaie vraiment de tout concentrer sur le patient pour que le patient décide toujours de l'information qu'il veut partager avec nous. D'abord, il faut que nous on sache ce qu'il sait. Si on communiquait directement avec le médecin, on pourrait avoir des informations que le patient n'a pas. Et si on parle d'oncologie et de pronostic, par exemple, ça peut être délicat. Et les données du patient appartiennent au patient. Donc, il n'est pas question qu'elles transitent par un autre moyen que par le patient lui-même, sauf dans certains cas exceptionnels, auquel cas on demande des formulaires, des formulaires de consentement pour pouvoir communiquer directement avec la structure s'il s'agit de récupérer des images, par exemple, et que le patient est en difficulté pour cela. Ok, très clair. Eh bien, on a un peu dépassé, désolé. On laisse la main à la prochaine session. Merci beaucoup, Dr Flandin, Nicolas Gic aussi, pour votre participation. Et voilà, j'espère que si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas. On reste évidemment disponible. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Congratulations. Thank you. Thank you, Fede. Bye.